Cette semaine, nous vous emmenons dans les ateliers tourangeaux du Père Noël. 15 millions de jouets transitent chaque année dans les entrepôts de ce leader de la distribution de jeux basé à Toxigny. Alors, comment sont-ils pensés et sélectionnés? Quels sont les jouets qui fonctionnent le mieux et pourquoi? Réponse dans ce numéro. Alors ici on est dans le bâtiment B de notre entrepôt à Toxigny. Nous stockons plusieurs millions de jeux et de jouets chaque année qui proviennent principalement des pays asiatiques mais également des pays européens et aussi de France. Nous les distribuons principalement en France dans les magasins de la grande distribution type grande surface généraliste, dans les magasins de détail, donc ce qu'on appelle nous les détaillants. Nous avons aussi une activité qu'on appelle B2C, qui est en fait la vente par Internet pour les internautes comme vous, moi et les autres Français qui commandent des jeux et des jouets sur Internet. Un jouet peut arriver et repartir tout de suite, ce qu'on peut appeler du cross-docking dans le jargon. C'est-à-dire ça rentre, ça repart directement, il n'y a pas de stockage ou très peu. Ou alors ça peut être aussi plusieurs mois, en fonction des quantités qu'on reçoit et des ventes magasins. Un produit peut potentiellement rester, s'il ne marche vraiment pas, plusieurs années. Auquel cas, après, il finit en solde et il part par un autre moyen. Mais ça, c'est très rare. Bien évidemment, ce n'est pas du tout quelque chose qui est pérenne pour l'entreprise. Actuellement, on reçoit beaucoup d'imports d'été. Donc là, on a des containers qu'on décharge tous les jours sur du produit gonflable, ce qu'on appelle le gonflable, donc tout ce qui est piscine, bouée, ce genre de produits. Puisqu'en fait, on rentre tous ces produits en début d'année pour pouvoir les vendre à partir du mois de mars-avril et que ça parte en magasin. Il est vrai qu'au bout d'un certain temps, les jouets deviennent un produit comme les autres finalement. Mais je pense que c'est quand même plus sympa de travailler du jouet, dans le jouet, que par exemple dans la boîte de conserve. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Il y a toujours une petite part de magie on va dire, mais au final c'est vrai qu'on voit beaucoup de cartons avant de voir du jouet. Ce qui marche le plus depuis des dizaines d'années, sans surprise, les billes, comme ce modèle-là par exemple, ou alors des présentoirs comme ceci, avec différents modèles à l'intérieur. Les billes donc, qui sont vraiment des produits phares, qui marchent le plus, comme les jeux de cartes, donc vraiment des choses traditionnelles. Chaque année on peut en vendre des millions effectivement, oui. Donc c'est quelque chose d'assez assez conséquent. Nous sommes dans l'espace Noël de notre showroom qui a été refait intégralement il y a à peu près un an, donc fin 2017, qui permet de rencontrer sur place nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, de montrer un petit peu tout l'envers du décor et tous les jouets en situation. Donc on a différents espaces qui sont aménagés, donc là évidemment on se retrouve à côté du Père Noël, donc on est dans l'espace Noël. On a à peu près 4000 références qui sont présentes dans le showroom, voilà, qui sont mises à jour tous les ans selon les vagues d'entrée que l'on a, les nouveautés qui sont liées à différents événements, qui sont liés au cinéma, qui sont liés au dessin animé, enfin toutes les licences, et puis les produits qui font leurs entrées, des nouveautés tout simplement. Ça n'a absolument pas vocation à faire venir des particuliers, c'est surtout un outil de travail, ça permet de tester les produits en rayon, de voir un petit peu de manière physique et tangible la manière dont c'est disposé, l'impact de certaines boîtes, de certains packaging qui ont leur importance sur des produits notamment pour lesquels il faut avoir des tests, on est dans des petits boutons Try Me, je ne sais pas si vous voyez, mais quand on est en magasin on peut tester le produit, voilà, ça permet toutes ces choses-là, donc c'est un vrai outil de travail et puis ça permet aussi de créer l'effet waouh, comme on dit souvent chez nous, on rentre dans un espace où c'est vraiment l'atelier du Père Noël, on retrouve
un magasin de jouets conçu de A à Z avec tous les produits qu'on retrouve partout. Le cinéma impacte énormément le monde du jouet et le phénomène qui a été la Reine des Neiges il y a quelques années, donc il y a 3-4 ans, qui a perduré et qui perdure toujours, va être repropulsé une nouvelle fois avec la sortie du deuxième opus en fin d'année, pendant les fêtes de Noël, un moment clé pour Noël, pour l'achat des jouets. Donc évidemment, aujourd'hui, si j'ai une préco à donner, la Reine des Neiges évidemment sera un inévitable produit en fin d'année pour Noël prochain. On a déjà en fait commencé à travailler sur Noël depuis novembre 2018 pour préparer le Noël 2019. Voilà. Donc il y a des rencontres avec les fournisseurs et autres qui nous expliquent un petit peu leur sortie tout au long de l'année. Et puis voilà, tout ça, on récupère toutes les informations des fournisseurs, les sorties ciné, les plans médias, enfin tout ce qui va tourner pour voir un petit peu les produits qui vont être propulsés et qui seront forcément des best-sellers. Et là, enfin voilà, un phénomène comme la Reine des Neiges, il est inévitable et il fonctionnera. Les pubs à la télé, les lectures, toutes ces choses-là vont faire que l'enfant va acheter ou non un produit. Donc évidemment, ça a son importance et c'est crucial d'avoir le plan de com et de savoir un petit peu les marques qui vont être reconnues, qui vont se faire connaître. Et puis après sur les produits qui ne nécessitent pas, je dirais, de communication à outrance, mais qui ont un concept particulier à eux, et bien là c'est le concept et c'est le bouche à oreille. Et là ça va être relayé vraiment sur les réseaux sociaux et les cours d'école. Enfin, il n'y a pas mieux qu'une cour d'école pour faire connaître ou pas un jouet, c'est-à-dire qu'on a tous été enfants, quand un copain ramène quelque chose, voilà, on découvre le produit, et évidemment, après on demande à papa, maman, et la suite, on la connaît. Et puis il y a une histoire aussi de feeling. On prend des paris parfois quand on est acheteur, et à ce moment-là, eh bien, on mise sur un produit en se disant ouais, celui-là, on le sent. Pour X raisons, hein, ça c'est aussi des raisons qui ne sont pas forcément toujours liées à des éléments tangibles enfin, des éléments quantifiables, mais une histoire de feeling, voilà, qui peut aussi passer par là. On a tous été enfants et du coup, quand on est acheteur, on se projette aussi en arrière en se disant ce produit aurait pu me plaire éventuellement quand j'étais jeune. C'est un exemple type d'un linéaire qu'on retrouve dans les supermarchés. On constate rapidement que sur ce type de rayon, on a des petits produits à des petits prix qu'on appelle sèche-pleurs dans le jargon du jouet. Et en fait, le sèche-pleur, sa vocation première, c'est tout simplement de sécher les pleurs des enfants quand on va faire les courses avec les parents. Et puis on n'est pas venu là forcément dans le magasin pour faire des achats de jouets, plutôt alimentaires et de la vie de tous les jours. Et là, on se retrouve avec une demande de l'enfant. Donc ce type de produit répond pleinement aux besoins de l'enfant avec un petit prix qui ne va pas venir entacher le budget du foyer. On retrouve des classiques, hein, ça va être de la petite voiture, ça va être des petites figurines, des petites poupées, et puis après les grands classiques, je dirais, c'est tout ce qui est billes, élastiques, enfin tous les classiques qu'on retrouve en cours de récréation. Il y a deux périodes phares, hein. Il y a vraiment Noël, où là on a Noël et les anniversaires, où là c'est des budgets cadeaux avec des paniers moyens un peu plus importants, et puis il y a le quotidien, et au quotidien on ne peut pas acheter des jouets avec des prix élevés en permanence. Le produit fait que, évidemment, on a une tendance à vouloir voir ce qui se passe derrière les jouets. Alors je dirais qu'on a un service peut-être qui est plus amené à jouer. C'est clair, le service marketing qui crée nos produits, il fait pas mal de tours de table, pas mal d'essais pour essayer de lancer des idées. Et puis de manière très collaborative et très commune, on essaie d'élaborer des nouveaux jeux, créer des nouveaux jeux avec des règles. Attendez, c'est qu'elle le sait quoi. Non mais, il y avait tout ça. Il faut composer des mots comme ça. Et là, j'ai envie de dire Bicos Potatoes. Non, je peux pas jouer, et puis j'ai pas envie de les changer. Je pense que j'ai une carte collector. Une carte collector. Ta patate à poil, c'est ça? Patate à poil. Allez. En 2012, fort de la connaissance qu'on en avait sur le marché du jouet, on a décidé de prendre un pari et de lancer un jeu qu'on développait chez nous en interne, qui a très bien fonctionné, qui était donc le Dédingue Family. C'est un jeu avec des dés colorés. Voilà. Donc, au fur et à mesure des années, on a continué le développement produit. Aujourd'hui, on va avoir un catalogue de 10 produits en 2018. Et en 2019, on sort 3 nouveautés. Donc là, en pleine séance de test d'une des dernières nouveautés qui va être lancée pour affiner les petites règles, voir les petites dynamiques
mécanique de jeu. Voilà, donc là, on teste entre nous. Personnage. Et puis patate à poil, on sait qui Ah, pas ton slip. Ah oui, non, là, on fait la partie avec il est le tout pareil. Ok. Oui, il est tout pareil. Et toi, tu fais que... Je me souviens encore de la première. Ah oui, en plus je l'ai. Vicos Potatoes. Non, tu l'as pas dit, bah non. Ah, c'est parce que vous avez rigolé, vous m'avez pas Non, mais entendu. tu l'as pas dit. Hein. Bah j'ai dit je l'ai. Ah bah non, mais... Ah bah c'est pas biscotte. Je l'ai. Jusqu'à présent, on revisitait des classiques, c'était des jeux de dés, des jeux de dominos, des jeux de Mikado. Et là, en fait, on répond aussi un petit peu aux besoins du party game, c'est-à-dire vraiment le petit jeu fun, sympa. On joue entre amis, en famille, de tout âge. L'auteur avec qui on a travaillé sur ce jeu nous avait fourni une maquette avec des petits animaux qui portaient une cravate, un chapeau, etc. Et on termine, nous, on a raconté l'histoire avec des pommes de terre, des frites qui se retrouvent en slip avec une couronne. Et l'idée est assez simple, c'est-à-dire qu'il faut récolter un maximum de pommes de terre à la fin de la partie. Voilà, c'est un jeu de cartes assez simple à prendre en main. Voilà, c'est 2 minutes pour comprendre la règle et après on joue, on s'amuse. Sur un jeu de société, il est dit dans le marché du jouet que c'est un succès à partir de 10 000 pièces vendues. C'est pas énorme sur un jeu de société. Voilà, donc 10 000 pièces, on est sur quelque chose déjà où on peut considérer un succès. Après, voilà, je dirais qu'en termes de volume, ça, on peut osciller à partir de 40 000 50 000 pièces. Voilà, là, on estime que c'est un beau projet.